Bonjour tout le monde, déjà le mois de juin et l'été est à nos portes avec le retour des festivals. Le prochain, ce sera Paris est ludique et moi aussi. Alors oui, je serai présent dans l'espace Black Rock pour vous rencontrer. Si jamais vous êtes présent, passez me voir. Donc vous allez me reconnaître avec le fameux chandail de Scorpion Masqué puisque je serai présent avec l'équipe de Scorpion Masqué pour faire découvrir les jeux de l'année. Alors c'est un rendez-vous et en parlant de rendez-vous, mon actualité ludique du samedi matin, eh bien c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez en direct, partager un café, petit déjeuner et mon actualité ludique, grosse réception encore cette semaine. J'ai été un des derniers à le recevoir après pratiquement 4 ans d'attente, ceux qui ont eu seulement une vague d'expédition, je pense à mon ami Stéphane. Alors je compatis beaucoup. C'est Integral, c'est les extensions qui sont arrivées. J'ai 2 boîtes puisque j'ai un abonné qui avait participé à la campagne avec un all-in que j'ai reçu également pour lui. J'ai également sorti ma scie. Il y en a sûrement d'entre vous qui s'en rappellent. J'ai déjà fait avec This War of Mine entre autres un déballage à la scie mécanique. Ça me faisait penser un petit peu à ça avec l'attente. Mais comme c'est un jeu qui plaît à beaucoup de personnes, mais également déplaît à certaines, je vais lui donner une deuxième chance. J'y ai joué très peu à la première version. Normalement, je joue à ce genre de jeu-là en compagnie de Stéphane. Stéphane n'avait pas son jeu. Là, il l'a reçu. On prévoit recommencer une campagne donc prochainement. Et les extensions me permettront peut-être de refaire un saut dans cette fameuse univers-là. Regardez si je l'apprécie plus ou moins. Alors, ça sera à déterminer. Donc, je mets ma scie de côté. Ça ne sera pas pour cette fois-ci. Et je vais plutôt garder mon cutter, comme vous aimez l'appeler. Donc, pour déballer la boîte. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne fais pas un déballage des boîtes, mais je suis juste curieux de voir qu'est-ce qui s'en vient. Je suis sûr que plusieurs l'ont vu également. J'ai également ici sur la table mon Uprising, Curse of the Emperor, que je vous ai parlé la semaine dernière, donc c'est un jeu que j'ai eu la chance d'essayer. Je vais également vous partager mon expérience ludique là-dessus. Commencer avec quelques nouvelles, en vous faisant rappeler que c'est la fête des pères. Donc mon équipe au Randolph a commencé à faire de la publicité. Et là, j'étais très surpris de me voir ici sur la fameuse publicité donc de la fête des pères le dimanche 19 juin. Alors, sors ton père au Randolph avec une entrée gratuite. Merci à l'équipe de marketing d'avoir pensé à moi pour l'événement. Donc, ça sera un rendez-vous dans les pubs le 19 juin, mais c'est également la fête de ma plus jeune Gabrielle, cette date-là. Réception de la semaine, très peu. Donc, on a Mandragora qui est arrivé. Donc, c'est un jeu de Bruno Catala et de Floria Siriex qui arrive chez Studio H. Petit jeu d'une vingtaine de minutes, 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, dans lequel on incarne un apprenti sorcier. On va faire le tour des boutiques pour profiter des spéciaux et concocter des sorts à l'aide de cartes. Alors, c'est une thématique intéressante, un petit gameplay rapide. Pas de variante solo, on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, j'apporte ça ce week-end pour le tester. Alors, Mandragora chez Studio H de Bruno Catala. Donc, généralement, c'est signe de au moins de bon design. Alors, reste à voir si c'est un bon jeu, mais j'ai hâte de le tester. J'ai également mis de côté Explore and Draw. J'en ai déjà parlé, donc on en a parlé également dans le podcast cette semaine, donc en compagnie de Martin. J'ai refait une partie hier soir en faisant du montage et somme toute j'aime bien. J'aime mieux même sortir Explore and Draw que la grosse boîte qui est plus facile pour moi à sortir et à mettre sur une table. En solo, ça se joue super bien et on a des degrés de difficulté à augmenter. Bref, je me suis lancé dans les challenges. J'apprécie beaucoup l'expérience de jeu. Donc, l'île des chats avec le Roll and Write en français. Ça, c'est pour moi un jeu que je vais conserver à ma ludothèque. J'aime bien. Alors, est-ce qu'on attaque ces grosses boîtes-là? C'est assez impressionnant. Alors, allons-y pour le cutter. Je vais mettre cette boîte-ci sur la table. Format très atypique. Excessivement grosse boîte.
Alors, pourquoi pas? On va faire ça live. On va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-ci. Donc, pas d'explosif. Pas de scie mécanique. Donc, si vous allez voir mes déballages de This War of Mine, puis l'autre c'était Tiny Epic Zombie, je pense. Là, on va y aller un petit peu plus subtilement avec un contenu qui est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, au moins, ça arrive intact. Alors, j'ai ici l'âge des légendes et le dernier chevalier. C'est la campagne Tainted Grail. Donc, mode français en plus, avec des figurines et donc ça fait partie des stretch goals. Il y a beaucoup de stretch goals dans la campagne, c'est ce qui est intéressant. Le délai était complètement déraisonnable sur la livraison, notamment en français. C'est peut-être ce qui a nui un peu au jeu. Mais on va voir, on va lui donner une deuxième chance. Alors ici j'ai un petit livre, qu'est-ce que c'est? Donc, Écho du passé. Alors, j'ai ça ici. C'est également encore en français. Si je regarde à l'arrière, un carnet de souvenirs, 52 fiches d'exploits, 39 cartes actions légendaires et 13 cartes de capacité avancée. Donc, c'est effectivement l'extension pour la boîte de base. Et sinon, ici, ce que j'ai, c'est un autre boîte de stretch goal, donc la mort rouge, qui est un petit peu plus sinistre, un jeu d'échecs, donc matériel, 3 figurines, 30 lieux, incroyable, 160 autres cartes, 120 pages d'histoire, 3 lettres d'introduction, 20 fiches de sauvegarde. Alors 7 chapitres, 2 à 3 heures chacun, 1 à 4 joueurs, donc c'est pour la campagne, pour continuer la campagne. On va commencer par refaire la campagne et essayer de finir la première. Je pense que ça sera ma prochaine mission, mais voilà, après 4 ans d'attente, nous voilà avec le jeu complet. Et si je regarde dans l'autre boîte, qui devrait être probablement avec plus de figurines, puisque c'est la version all-in de celle-ci, je pense. Bon, très bien emballé comme vous voyez, c'est rempli avec des protecteurs. Au moins ils prennent la peine de bien faire ça pour pas avoir de mouvement dans le transport. Mais ça consomme du plastique, vous allez dire, vous avez raison. Alors, ce qu'on a de plus, c'est les sleeves qui sont venus avec le jeu. On a bon, la mort rouge, effectivement. On a les monstres, donc du passé et du futur. C'est donc les fameuses figurines que je n'ai pas prises, Martin. Donc, moi non plus, j'ai pas la façon avec les figurines. C'est mon ami donc abonné à la chaîne qui a pris la version all-in. Donc, il y avait des figurines dans la première. Voici ceux de la deuxième. Et le reste, c'est essentiellement le même contenu qu'on a dans ma version à moi. Donc, c'est ce que ça ajoute. Des sleeves, quelques cartes et des fameuses figurines, mais qui sont magnifiques. Alors, c'est pour l'autre version du All-in de Tainted Grail. Stéphane, j'attends de te rencontrer pour me relancer dans l'aventure. Alors, à découvrir, ou plutôt à redécouvrir. Tableau que c'est pesant. Alors avant de passer donc à ma présentation de mon expérience ludique de Uprising, juste un petit mot sur Fondation de Rome. C'est donc les boîtes de base que j'ai reçues et les boîtes all-in. J'avais reçu 4 de chaque. Les 4 boîtes du all-in sont déjà vendues, donc je sais que plusieurs d'entre vous m'ont écrit. Alors, ce n'est malheureusement pas disponible. Par contre, il me reste des boîtes de base, donc c'est la version 4 joueurs. Et j'ai également encore des extensions pour le solo. Donc, ça pourra être additionné et ça fonctionne autant avec les deux pledges. Donc, sachez que il m'en reste quelques boîtes encore de la version de base. Mais si on passe à Uprising, qui est mon expérience ludique de la semaine passée, parce que je me suis installé durant le week-end et j'ai sorti ce magnifique jeu. Donc, une belle map avec donc des emplacements qui sont des régions à découvrir. C'est un jeu d'exploration qui se joue de 1 à 4 joueurs, coopératif, dans lequel on va affronter l'Empire. L'Empire qui est en déclin et le chaos commence à s'installer. Donc on a 2 légions, des légions et des ordres qui vont être disponibles, qui vont comme ça composer le fameux tableau dans lequel on va essayer de passer à travers une série d'événements
pour remporter la partie. Donc c'est un nombre de points qu'on accumulera. Donc on a 2 plateaux adjacents qu'on va mettre de côté. Donc ici ça va être pour mettre les ressources, mettre les forces ici impériales et les forces du chaos. Ça sera les figurines qu'on va devoir affronter. On a également un autre magnifique plateau. Donc c'est composé de 3 plateaux. Ça fait un immense table. Alors on a ici des quests. On va avoir les chapitres à raison de 4. Selon la longueur de la partie qu'on veut, on peut mettre 2, 3 ou 4 chapitres. Donc ça permet de varier la longueur des parties. On a ici également un emplacement de deck pour les marchés. On aura la possibilité donc d'aller au marché acheter des équipements pour renforcer nos personnages. Et on a le magnifique Chapter Track, donc une piste pour suivre exactement le déroulement de chaque partie du round, de chaque ronde de la partie. C'est excessivement bien fait. C'est un exemple d'édition de jeu qui fait en sorte que malgré la grosseur, la lourdeur du jeu, ça reste un jeu qui est très facile à prendre en main. Donc bravo pour cette initiative-là. Je trouve ça très 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 efficace. On a un marqueur qu'on va descendre et on va tout simplement suivre chacune des étapes du jeu. Pour moi, Stéphane, il me connaît. Je pense que c'est une très bonne idée. J'ai souvent l'habitude d'aller plus vite que le jeu. Là, je suis obligé de suivre les étapes et c'est parfait. Ensuite, on a donc nos personnages à raison de 4. On a ici des plateaux personnels qui vont représenter nos factions. Et on a donc les fameuses familles. Donc on a ici l'historique du personnage, ou plutôt de la faction qu'on va incarner. Donc de ce côté-ci, on aura les fameuses troupes qu'on va pouvoir aller chercher. On va avoir des events, donc des bâtiments qu'on va pouvoir construire, qu'on va installer des campements. Et on va avoir une série d'actions durant notre tour, donc des actions qui vont être toujours présentes, soit de mouvement et d'échange, mais également des actions qui vont nous permettre de mettre fin à notre tour. C'est un jeu dans lequel on va avoir des points d'action. On a à raison de 8, donc on a 8 jetons à dépenser à chaque tour pour faire soit des mouvements, des échanges, des commandes, donc c'est déplacer nos armées, explorer, aller chercher des nouvelles tuiles, retourner les tuiles et voir qu'est-ce qu'on va y trouver. Construire des events, donc des campements qui vont nous permettre de redéployer des armées, mais également de prendre contrôle de certains territoires, également des points de victoire. On a une phase marché pour aller chercher au marché des cartes qu'on vous a présentées, et une phase de quest qui est fort intéressante. Donc on a différentes cartes de quêtes à accomplir, et tout ça se joue avec un jeu de dés très simple et très 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 efficace. Alors, je vous montre rapidement le gros matériel du jeu. Donc on a des trays pour tout ça. Donc ça c'est les fameuses tuiles qu'on va avoir face cachée, qui vont composer la map, qui va être plus ou moins grosse selon le nombre de joueurs. Ça fait en sorte que ça ne sera pas tout à fait pareil d'une partie à l'autre. Un bon paquet de cartes deck de type tarot pour représenter les ordres qu'on va combattre, mais également les événements. On va avoir des événements chaque tour de jeu qu'on va affronter, qui vont essentiellement changer les parties, donc les règles de partie d'une étape à l'autre. Et si on va avec les personnages qu'on va affronter, on a des cartes comme ça qui vont représenter donc la tribu qu'on va affronter. On a tous un marqueur, on va mettre un marqueur coulissant sur le côté, et selon la force de notre ennemi, il va jeter plus ou moins de dés. Plus on va l'attaquer, plus on va descendre ce marqueur-là, et de moins en moins il va avoir de dés disponibles, si je me rappelle bien. Ensuite, on a donc des items et nos fameux dés. Ce qui est intéressant avec les dés, c'est vraiment une charte qu'on va avoir qui va nous permettre de calculer nos probabilités, puisque chaque dé est lié avec une compétence, un peu comme dans un jeu de fantasy. Donc le dé rouge va représenter donc la force brute. Il va y avoir beaucoup de squelettes sur celle-ci, peu de défense, peu de magie. On va avoir des dés qui vont être en leadership. Celui-ci va avoir plus de défense, donc les dés bleus vont nous permettre d'avoir un petit peu meilleur contrôle des contre-attaques. On a les dés blancs qui sont essentiellement des dés qui vont nous permettre d'attaquer à distance un petit peu, donc c'est celui qui a le moins de probabilité. Et on a également le jaune qui, lui, va nous permettre d'avoir un peu plus de face d'attaque. Donc, on a souvent des combinaisons parce qu'on a une combinaison de guile qui représente plus notre ruse, si on veut. Et là, on peut choisir quel dé on va utiliser lorsqu'on va faire celui-ci. Et finalement, on a un dé de magie qui est celui-ci, qui va représenter donc le mauve. Les éclairs, c'est ce qu'on va retrouver le plus. Et les éclairs vont nous permettre de
d'activer certains effets du jeu et de nos compétences de personnage. Donc on va avoir ça sur notre charte. Et également sur le plateau, parce qu'à chaque tour, on va révéler une carte druide. Et les cartes druides sont essentiellement jouées à l'aide des fameuses éclairs. Et c'est là qu'on va avoir des combinaisons de cartes assez intéressantes. J'ai déjà parlé du matériel et c'est ce qui en fait la particularité. Donc c'est vraiment comme Stéphane m'avait fait remarquer. Donc c'est des petits standees qui sont en acrylique. Ils ont l'avantage donc d'avoir un recto verso du personnage. C'est en couleur, il y a le nom du personnage, et même sur certains personnages, on va avoir le type de dés qu'ils vont lancer, un dé rouge dans le cas ici des zombies, et ça se clip comme ça sur une base hyper bien. Ça reste en place, ça se range également facilement, parce que ici, dans ce boîtier-là, j'ai à peu près tous les ennemis, qui vont représenter à peu près quarantaine de figurines. Donc, ce serait impossible de rentrer ça dans un tray de ce grosseur-ci. C'est ce que permet donc d'avoir le système de standee en acrylique. Sinon, on va avoir différents bâtiments qu'on va construire comme ça, qui vont avoir des bases de barres. Et on va ajouter différents items qui vont arriver par-dessus, qui vont représenter donc la force de la citadelle qu'on va devoir combattre. Et là, c'est un petit agencement d'étages comme ça. Donc, on a la fameuse cité de base. On va ajouter ici un pavillon qui va la renforcer. On va rajouter une tour au-dessus comme ça qui va faire en sorte qu'il va être donc plus difficile à combattre. Et c'est bien pensé, ça fonctionne bien, ça représente les forces en présence, on a une idée visuellement de ce qu'on va avoir. Et c'est la même chose pour nous également, puisque nos personnages à nous, on a également nos traits personnels à nous, dans lequel on va avoir notre carte de personnage. Comme je vous ai dit, il y a deux possibilités. Donc, des deux côtés, c'est deux types de personnages qui ont un nombre de dés différents. Donc, les dés que je vous ai parlé tantôt, c'est les dés de départ. On va avoir un emplacement pour débuter. Donc, notre royaume va commencer à quelque part dans la map. Et ça, c'est nos fameux haven, donc nos campements de base qu'on va avoir. On pourrait éventuellement augmenter, donc je vais rajouter une palissade pour effectivement la défendre, et même pourquoi pas une tour ici pour pouvoir faire des attaques à distance lorsque je serai attaqué, puisqu'on joue contre le jeu, c'est un jeu coopératif comme j'ai dit, donc les deux factions qui sont les Ordres du Chaos et la Légion Impériale. Donc eux vont combattre, le jeu va générer donc des combats directement même entre eux et entre nous. Donc, eux vont progresser, mais même s'ils s'attaquent entre eux, ils vont quand même progresser leur marqueur. Bref, il faut tout gérer ça en même temps, mais le jeu gère à peu près tout seul. Ça se fait très très bien. Un matériel très intéressant. On a un petit peu de gestion de ressources qui sont très de base. Donc, j'ai ici un autre trace avec toutes les dés, les jetons d'état et les points de déploiement, donc si on veut, nos points d'action. Et également donc les ressources qui sont de la nourriture, du sel qui va représenter un peu la façon donc de collecter des ressources pour engager des armées, et des ressources de base qui vont nous permettre de construire soit nos différents campements ou même d'aller recruter nos personnages, parce que chaque personnage va avoir un coût différent pour pouvoir les déployer. C'est un jeu très simple malgré tout, super bien au niveau gameplay, très facile à prendre en main quand on a compris les règles. Un jeu qui se joue avec une bonne longueur de jeu. Par contre, là, on parle d'un jeu qui peut durer jusqu'à... ma partie d'initiation a pris peut-être 2h30 en lisant les règles. Donc, ça peut comme ça varier. Mais bref, c'est une expérience de jeu que j'ai grandement appréciée. Donc, Uprising, Curse of the Last Emperor. C'est un jeu d'ailleurs, je vais en parler la semaine prochaine en compagnie de Martin dans le podcast, c'est sûr et certain. Et je vais probablement même en refaire une partie ce week-end. Juste ça pour vous dire que j'ai bien aimé mon expérience de jeu. À moins que je commence ma séance de Tintin Grail. Bref, ça reste à voir tout ça. Alors, c'était une courte vidéo cette semaine et j'attends de vous lire. Moi, je commence à faire mes préparatifs, à me chercher des logements pour Paris. Donc, je vais être là du 27 juin au 3 juillet. Alors, j'ai 2 séminaires de travail de planifier dans ce temps-là. Mais je vais être sur Paris pour la fin de semaine. Donc, probablement vendredi, samedi et dimanche. Alors, ça complète ma vidéo de cette semaine. Merci encore d'avoir été avec nous. J'attends de vous lire, à savoir
qu'est-ce que vous avez sur votre planification ludique du week-end. Puis, ben, alors je vous souhaite un bon petit déjeuner si c'est encore le cas. Et sinon, ben, on se reparle très très prochainement donc à la Société des Jeux. Bye tout le monde, bon week-end, à la prochaine.